va passer sur une autre très grande professionnelle, Ayam Mazikin, qui va nous parler des arbres qui explosent, de la gravité qui disparaît. Oui, c'est très grave ce qui est en train de se passer. La gravité a disparu. On est tous en apesanteur actuellement. Et des serpents géants. Les trois accus. Oui, les trois accus, bien sûr. C'est les trois accus what the fuck, bien entendu. Hello everyone, c'est moi pour notre vidéo du Mystère D. J'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne semaine. Aujourd'hui, Ah mais attendez, mais vous avez les pubs. Oh oh oh, juste au moment où on commence, dis donc les petits coquinous. Vous êtes déjà re? Attends, re. Attends, mais vous êtes parti quand? Vous êtes parti à quel moment? Vous avez une pub éclair? Comment ça se passe vos histoires là? Bon bah du coup on est reparti. pour notre vidéo en 3 infos insolites de la semaine, nous allons découvrir 3 actus qui ont fait le buzz. Parfois énormément, parfois plus discrètement, mais qui, mises bout à bout, racontent quelque chose de beaucoup plus profond que ce qu'elles semblent montrer au premier regard. Cette semaine, les amis, on va parler d'un froid si brutal qu'il fait littéralement exploser les arbres. Putain de terroriste d'arbre, va. Tu crois qu'on t'a pas vu? Hein, t'as viré, tu t'es radicalisé de façon éclair, c'est ça? Hein? T'es un arbre palestinien, hein? On t'a reconnu. On va aussi parler d'une rumeur tellement virale qu'elle a obligé la NASA à sortir du silence pour démentir une perte de gravité mondiale annoncée pour 2026. Oui. Pour démentir vos conneries. C'est fou. Et du coup, pour elle, c'est une preuve. La NASA a été obligée de démentir nos conneries. Du coup, c'est bien la preuve qu'on a raison. Putain de bordel de merde. Alors, c'est pas impossible que la NASA intervienne sur des conneries. Elle était déjà intervenue sur le fait de la planète X parce que ça prenait une ampleur phénoménale. Mais là, la perte de gravité, j'en avais même pas entendu parler. Donc oui, c'est surprenant que la NASA s'en préoccupe. Oui, vous avez bien entendu, perte de gravité mondiale. Et enfin, Oui, enfin, moi, j'ai surtout entendu que elle devait démystifier vos conneries. C'est surtout ça que j'ai entendu. on va terminer par une région du monde où la géographie elle-même semble jouer avec nos symboles, nos mythes et nos projections. Alors, Oh putain de bordel de merde, vous la voyez l'appareil Dolly? pris séparément, ces sujets peuvent sembler anecdotiques, je le conçois, spectaculaires ou simplement étranges. Mais vous allez voir qu'ensemble, ils dessinent un fil beaucoup plus subtil, celui des seuils. Des seuils physiques qui craquent, des seuils mentaux qui vacillent et des seuils géographiques qui interrogent la carte du monde elle-même. Ah oui, non, c'est obligé, on va passer dans la 12D, là. Ah, de force, hein. Alors installez-vous confortablement les amis, ouvrez l'œil et surtout gardez l'esprit ouvert. Parce qu'aujourd'hui, on ne va Permettez, je vais aller chercher la hachette qui est dans le camion. C'est pour ouvrir mon esprit. À grands coups de hache dans la gueule. pas seulement parler d'actualité insolite, on va parler de ce qui se passe quand le réel commence à changer de comportement. On rentre directement dans notre actu numéro 1, quand le froid devient si extrême que les arbres eux-mêmes explosent. On a tous déjà entendu des expressions comme un froid glacial, un froid qui fend la pierre. Mais cette semaine, aux États-Unis, ce ne sont pas des métaphores qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Ah, mais tu vibres trop bas, Alphadir aussi, c'est pour ça. T'es dans le bas astral. Ce sont des vidéos, des témoignages et surtout des sons. Et les vidéos, elles sont choquantes, comme en Russie peu de temps avant, remarque, vous allez me dire. Mais cette semaine, justement, des vidéos ont fait le tour de TikTok, d'Instagram et de X. Des enregistrements nocturnes où l'on entend distinctement des bangs secs, violents. Est-ce que vous savez combien il y a de flotte dans un arbre?
Est-ce que vous savez combien il y a de flotte dans un arbre? La réponse peut vous surprendre. Oui, ça dépend de l'essence d'arbre. Dans certains arbres, la densité d'eau peut monter à 200%. C'est-à-dire qu'il y a plus d'eau que de bois dans l'arbre. Qu'est-ce que fait le gel? Ça fait gonfler l'eau. Oh, ben ça alors! Putain de bordel de merde. Violents, presque métalliques, comme des coups de fusil lointains. Parfois, le claquement est suivi d'un craquement prolongé, sourd, inquiétant. Sur certaines images, comme vous pouvez... Ça doit être ça, Cham. C'est Israël. Il a bombardé l'arbre. Avec un rayon laser induction à énergie. le voir au niveau des habitants. Et tu vois, là, elle a une vague de froid. Elle pourrait dire, oui, vous voyez, réchauffement climatique, on nous a menti, c'est bien la preuve, il fait froid, tout ça. Non, les arbres, ils explosent. Ouais, chacun ses combats. Sortir de chez eux, torche ou téléphone à la main, visiblement paniqués, persuadés qu'il Ouf! Ah ouais, celui-là, il est beau. s'agit de tirs, de chasseurs ou de bien pire. Mais non, ce n'est ni une arme, ni une explosion humaine. C'est simplement un chêne, un érable ou un bouleau qui cède sous le gel. Alors vous allez me dire, et alors? Attendez. Dans le Midwest et les grandes plaines du Nord, alors qu'une tempête hivernale d'ampleur exceptionnelle s'abat sur le pays, les témoignages se sont multipliés. Des quartiers entiers plongés dans le silence, puis soudain, ces détonations sèches, isolées, presque irréelles, au cœur de la nuit. Des arbres qui se fendent net, parfois dans un claquement si violent qu'il fait sursauter tout un voisinage. Très vite, les images ont circulé. Des troncs littéralement éclatés, des fissures verticales profondes, des éclats de bois projetés, comme si la matière elle-même avait atteint un point de rupture. Vous êtes... Oh putain, leur donne pas des idées. Oui, c'est Harp. Voilà, c'est Harp et les chemtrails. Ah, pour changer le climat, c'est les chemtrails. Ensuite, la neige, elle est pas naturelle, hein, c'est des produits chimiques, n'oubliez pas. Et derrière, ils ont mis Harp en route. C'est sûr. en train de le voir en image, c'est dingue. Alors évidemment, Notez que pour nous montrer cette épidémie d'explosion d'arbres, elle nous a montré les trois mêmes en boucle. Je dis ça, je dis rien. l'explication officielle ne s'est pas fait attendre. Les météorologues parlent d'un phénomène connu, documenté, mais rarement observé cependant à cette échelle. Le frost cracking. Lorsque les températures chutent brutalement, Et cette andouille, elle est en train de nous dire que c'est naturel. Sans déconner, je viens de vous le dire. C'est de l'eau qu'il y a dans de l'arbre, donc forcément. l'eau et la sève contenue dans le bois gèleraient presque instantanément. Elle se dilaterait, la pression interne augmenterait et le tronc, incapable d'absorber cette contrainte extrême, céderait dans un bruit sec, parfois assimilé à une explosion. Dit comme ça, tout est rationnel, tout est explicable, le phénomène existe, il est observé depuis longtemps dans des régions comme l'Alaska ou le nord du Canada. Mais comme je suis une complotiste, ça cache autre chose. Il n'y a rien à voir, quoi. Il ne s'agit pas d'une explosion au sens chimique du terme, mais d'une fracture interne, violente, sonore, spectaculaire. Le narratif officiel vous l'explique. Sauf que cette fois-ci, quelque chose interroge. Ce n'est pas tant donc le phénomène en lui-même que son ampleur, sa fréquence et surtout le contexte dans lequel il se produit. Ce que soulignent plusieurs météorologues cette fois, c'est la vitesse du changement. Dans des États comme le Minnesota, le Dakota du Nord ou le Wisconsin, les températures ont chuté de 30 à 40 degrés Celsius en l'espace de 24 à 48 heures, sous l'effet apparemment d'un vortex. C'est Celsius ou Fahrenheit, là? Parce qu'elle est capable de confondre les deux, cette andouille. Hein. Vortex polaire qui a plongé vers le sud de manière extrêmement rapide. À cela s'ajoutent des températures ressenties descendant à moins 45, parfois moins 50 degrés avec le vent, rendez-vous compte. Autrement dit, ce ne sont pas seulement des températures basses, ce sont des chocs thermiques brutaux qui poussent un nombre bien plus important d'arbres au-delà de leur seuil de tolérance habituel. Donc, on t'a expliqué que c'était un phénomène naturel, qui s'expliquait par le froid extrême, et toi tu nous dis « Hey, il y a le froid extrême ! C'est quand même bizarre !»
Oh putain, c'est pas possible d'être aussi andouille. On va rester poli. Résultat, des signalements multiples dans plusieurs États, sans cesse, chaque jour. Cette semaine, des comtés entiers du Minnesota et du Wisconsin ont rapporté des dizaines de cas en une seule nuit. Selon des services forestiers locaux et des relais institutionnels comme les départements des ressources naturelles, on ne parle plus d'un arbre isolé qui se fend quelque part en Alaska, Pourtant, tu nous montres toujours les trois mêmes. Hein. comme on trouve parfois dans les archives, mais d'une accumulation soudaine, concentrée dans le temps et l'espace et qui pose sérieusement question. C'est précisément cette fréquence anormale, couplée à la brutalité du vortex polaire, qui a rendu l'événement si massivement partagé et commenté sur X, TikTok ou Insta, qui pose question. Non pas parce que le phénomène serait Alors ça, par exemple, c'est pas forcément le gel, mais c'est le poids de la neige qui le fait plier comme ça. Et ouais, la neige, ça pèse un poids de ouf. nouveau, mais parce qu'il s'est produit trop souvent, trop vite, pour rester anecdotique ces derniers temps. Et c'est là que cette actu devient vraiment intéressante. Parce que ces arbres nous montrent bel et bien que ce n'est pas un simple phénomène Putain, Sophie, t'as froid aux pieds! Ils vont exploser! spectaculaire à raconter autour d'un feu de camp. Non, non, non. C'est pas juste visuellement intriguant. C'est l'illustration très concrète de ce qui se passe lorsqu'un système vivant est soumis à des contraintes trop rapides, trop violentes, trop concentrées dans le temps. Comme tout système, il encaisse tant que la pression reste dans une zone absorbable. Puis à un moment précis, invisible, silencieux, il ne tient plus, il rompt. On peut y voir une conséquence du climat, un épisode météorologique extrême parmi d'autres, ou Oui, mais non! Parce que toi, tu saches. C'est autre chose. C'est le gouvernement. C'est les extraterrestres. C'est la 12D. C'est un changement de dimension. simplement une curiosité naturelle. Mais en vérité, tout ça semble bien trop léger. Parce qu'une chose est sûre, ce type d'événement rappelle que les systèmes naturels ne se dérèglent pas toujours de manière progressive. Ils tiennent, ils absorbent, ils compensent, puis soudain, ils cèdent, sans prévenir. Ils ne Ah ouais, t'as raison. Bah c'est ça d'avoir des meubles design. Hein. C'est design, mais c'est pas forcément confortable. Il ne s'agit pas ici de dire que la nature se rebelle, ni d'y projeter une intention, encore que. Il s'agit surtout de reconnaître que lorsque certains seuils physiques sont franchis, le réel tel qu'on le connaît change complètement de comportement. Il devient plus instable, plus imprévisible, plus spectaculaire. Et ce qui peut être le plus troublant dans toute cette histoire, ce n'est pas que des arbres explosent sous le froid, c'est que ce genre de scènes deviennent suffisamment fréquentes pour être filmées, partagées, commentées, presque normalisées. T'es en train de me dire que les météorologues qui prévenaient du changement climatique et qui disaient qu'il y aurait des vagues de froid extrêmes et des vagues de chaleur extrêmes, ils avaient raison! Merde alors! Qui aurait pu prévoir? Non mais tout ça c'est pas normal. Bien sûr, bah oui, mais si t'avais écouté un peu les gens. Salut Max. Asmax, pardon. Alors que jusqu'à présent, c'était un cas parmi des milliers. Comme si nous commencions à nous habituer à des phénomènes qui, il y a encore quelques décennies, auraient été considérés comme exceptionnels, voire inconcevables. Gardez bien cette idée en tête, les amis, parce que ce mécanisme de seuil franchi ne concerne, vous allez le voir, pas seulement la nature. Dans la suite de cette vidéo, vous allez voir qu'il touche aussi nos peurs, nos croyances et notre manière de regarder le monde. Et on plonge directement dans notre actu numéro 2. 7 secondes sans gravité. Pourquoi cette rumeur a obligé la NASA à sortir du silence? Ça, c'est un truc qui vous obsède, hein, les complots. Hein. En 2012, d'ailleurs, je crois il y est fait allusion dans le film, justement, 2012. Ils avaient prévu que la planète Nibiru viendrait frôler la Terre, et que comme elle frôlerait la Terre serait attirée vers Nibiru. Et donc, comme la planète ne pouvait pas se déplacer, il y aurait une perte de gravité, hein, que les océans seraient emmenés vers le ciel, que les objets qui seraient passés là au sol comme des voitures seraient emmenés vers le ciel et retomberaient comme ça d'un seul coup. Ah, ça les obsède, ça, la gravité. Hein. D'ailleurs,
Mais vous êtes bête, Madame Mazikine. La Terre est plate. La gravité n'existe pas, c'est la densité. Voilà. Non, mais mettez-vous d'accord au bout d'un moment. Après avoir vu ce qui se passe quand les seuils physiques sont franchis dans la nature, passons maintenant à quelque chose de bien plus silencieux, mais tout aussi puissant, les seuils cognitifs. Depuis le début du mois de janvier, une rumeur pour le moins spectaculaire circule massivement sur les réseaux sociaux. Elle affirme que la Terre C'est des vraies images. Ah, ça, c'est des vraies images, c'est bien sûr. perdrait sa gravité pendant 7 secondes le 12 août 2026 à 14h33 précise. 7 secondes seulement. Mais selon les posts viraux, suffisamment pour provoquer 40 à 60 millions de morts, des chutes massives, des effondrements d'infrastructures et un chaos mondial. Voilà. Bah, c'est exactement le même scénario qu'ils avaient prévu en 2012. Ils recyclent. Voilà, c'est 14h34. Mais ça dépend à quelle heure, je sais pas sur quel faisceau horaire. Faudra demander des précisions. Durable. À l'origine de cette histoire, un prétendu document secret de la NASA baptisé Project Anchor, censé avoir fuité. Et là, tous les codes de la viralité moderne sont Encore. Ça se dit pas shore, ça se dit corps. Putain, c'est pas possible. cochés. Début janvier, la rumeur démarre. Elle explose sur TikTok et Instagram via des vidéos. Ah bah si c'est issu de Facebook, TikTok et Instagram, c'est forcément réel. Et via des vidéos de personnes qui n'y connaissent rien. Des experts en expertise. C'est sûr que c'est la réalité. Texte on lit, parfois générés par intelligence artificielle, qui déroule froidement une suite de chiffres et de détails. Nombre précis de morts, budget de 89 milliards de dollars, construction de bunkers souterrains et surtout une date ultra précise calée sur un événement réel, une Et donc là, il y a rien qui vous choque. On a des dossiers, ça serait un dossier confidentiel, top secret, hein. Absolument personne doit le savoir. Moi, je me poserais la question, moi je serais complotiste, à votre place. Je me dirais, comment que ça se fait qu'un document aussi bien gardé tombe dans les mains d'une caissière, d'un ouvrier en bâtiment, Ouais, parce que c'est ce que c'est en général, c'est pas des physiciens, hein, qui balancent des vidéos TikTok comme ça, hein. Non, ça vous intrigue pas par contre, que des machins aussi secrets vous tombent du ciel. Non. Ah mais c'est tellement secret que tout le monde est au courant. Oui, bien sûr. Ben oui, non mais c'est... éclipse solaire totale le 12 août 2026. Et c'est ici que beaucoup de gens décrochent ou au contraire basculent. Parce que oui, cette éclipse existe, encore une. Elle est parfaitement réelle, prévue de longue date, visible notamment dans l'hémisphère nord et pour une partie du pays. Et c'est tout là le problème avec vous, c'est que vous prenez un élément réel, c'est-à-dire que dans votre narrative, il va y avoir 2 à 5% de réel, et autour vous avez brodé tout un truc qui n'existe pas. Public, cette coïncidence suffit à créer un lien. S'il y a une date précise, une éclipse réelle, un nom de projet et des chiffres détaillés, c'est forcément qu'il se passe quelque chose. En tout cas, c'est ce que pensent certains. Ajoutez à cela des phrases du type « La NASA sait, ils préparent, mais ils ne vont pas nous laisser savoir » et la mécanique s'emballe. En quelques minutes, Alors comment vous savez? Non, c'est génial, mais il se tire des balles dans les pieds tout seul, c'est rigolo. des millions de vues, des partages paniqués et une rumeur qui sort très largement de la sphère classique pour toucher un public beaucoup plus large. C'est à Mais t'es con ou quoi? T'es en train de dire pourquoi c'est fait ces vidéos. Ça fait des vues, ça fait du pognon, ça touche un public vachement large. Voilà, t'as ta solution. Les gens font ça parce que ça fait clic. Oui, tu l'as. Cliquer, comme tes vidéos d'ailleurs. Ça fait cliquer. Hein, on est d'accord? ce moment-là que la NASA intervient officiellement. Pas par un tweet discret, pas par un démenti clair relayé par Snopes et repris par de nombreux médias internationaux, pas du tout. Une citation directe d'un porte-parole. La citation est la suivante. La Terre ne perdra pas sa gravité le 12 août 2026. La gravité terrestre est déterminée par sa masse. La seule façon pour la Terre de perdre sa gravité serait que la planète perde une partie importante de sa masse. Il précise également qu'une éclipse... Et tu vois, c'est là où c'est affligeant. C'est-à-dire qu'ils disent des conneries, il faut les croire, et si jamais tu les contredis,
c'est que c'est la version officielle qui essaye de nous faire taire. Ah ah, ça veut dire qu'on a raison. Le solaire n'a strictement aucun effet sur la gravité terrestre en dehors des marées, phénomène connu et parfaitement modélisé depuis des décennies. Sur le plan scientifique, le dossier est donc clos rapidement, malgré l'ampleur. Et pourtant, le malaise persiste. Parce que cette rumeur n'apparaît pas dans le vide en vérité, elle surgit dans un contexte très particulier. En effet, depuis plusieurs mois, le Soleil est extrêmement actif. Et en ce moment même, fin janvier 2026, un FLAR de classe X, le 18 janvier dernier, une tempête de radiation solaire S4, la plus forte depuis plus de 20 ans selon les services de surveillance spatiale. Ça aussi, hein, l'activité du Soleil, ça les obsède. On en est où d'ailleurs de l'éruption solaire qui va bousiller tous les satellites et toute la technologie sur Terre? Ça fait 30 ans que j'entends ça, ça arrive quand? Là, on a eu la pire éruption solaire que vous avez jamais vue de votre vie, machin et tout. Toujours pas, hein, la fameuse onde électromagnétique, la bombe IEM, impulsion électromagnétique. La fameuse déflagration solaire qui nous fera une IEM et qui désactivera tous nos satellites et nos appareils électroniques. Que ceux qui auront des implants électroniques implantés sous la peau exploseront. EMP peut-être, ouais. Des aurores visibles, très loin au sud, des perturbations GPS affectant l'aviation et des satellites contraints d'ajuster leur orbite arrivent de plus en plus fréquemment. Quand on parle de FLAR solaire, on parle d'une éruption extrêmement violente à la surface du Soleil. Un FLAR de classe X, c'est le niveau le plus puissant sur l'échelle de mesure. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas symbolique. Ce sont des explosions d'énergie capables de perturber les satellites, les communications, le GPS et certains systèmes au sol. Tout cela est réel, mesuré, documenté et fait l'objet d'alertes C'est pour faire plus mystérieux, chat. Conjointes de la NASA, de l'ESA et des agences météorologiques spatiales. Et surtout, fin janvier 2026, toujours, un article passe relativement inaperçu auprès du grand public, mais pas auprès de ceux qui suivent ces sujets de près. En effet, un projet spatial bien réel visant à créer des éclipses solaires artificielles dans l'espace pour étudier le Soleil serait en cours. Le projet Tu vois, HAARP c'est déjà dépassé en fait. Maintenant on va créer des éclipses solaires. s'appelle MESOM, Moon Enable Sun Occultation Mission. Il est porté par des universitaires britanniques, l'Agence spatiale européenne pour l'étude. L'idée, un mini-satellite qui exploite l'onde. Oui, Sophie, c'est dans la même vibe que Rachel. Ah, mais c'est du caviar, hein. Ah, pour un ancien complotiste comme moi qui a cru à toutes ces conneries et qui donc connaît leur dialectique et connaît leur réflexion et connaît leur fantasme. Ah, je te jure que c'est du caviar de se dire je suis sorti de tout ça, quoi. Ombre naturelle de la Lune afin de recréer des éclipses solaires totales artificielles en orbite une fois par mois pendant jusqu'à 48 minutes. Bien plus longtemps que les éclipses terrestres classiques qui ne durent que quelques minutes. L'objectif est clair et public. Observer la couronne solaire en détail afin de mieux prévoir les... C'est clair et public. Donc j'imagine que dans ton descriptif, il doit y avoir les documents publics. Ah bah non, les listes de tes liens Amazon, ok, ah bah oui, il n'y a pas d'autres liens. D'accord, chapitrage, voilà, tes liens TikTok, Twitter, hein, bien sûr, bah oui. Donc c'est public, mais où? Tempêtes spatiales susceptibles de menacer nos satellites, nos systèmes GPS et nos réseaux électriques. Tout est transparent sur le papier, rien n'est secret, les annonces... Quoi? Attends, t'es en train de nous dire qu'une éclipse solaire, c'est capable de créer une éruption solaire qui va dérégler nos satellites? Ça marche pas comme ça, en fait. Putain, mais... Oh là là... Mais non, ça marche pas comme... Putain, merde... ont été relayés par FIS.org, IFLS Science, Univers Today, Forbes. Le projet est à l'étude, pas opérationnel, et son lancement éventuel est envisagé pour les années 2030, mais il y a quand même déjà des essais en cours. Mais d'un point de vue narratif, reconnaissons-le, juxtaposé à une activité solaire record, à des tempêtes réelles, à des perturbations technologiques bien concrètes, le mélange est troublant. Et évidemment, à ce stade, certaines lectures, beaucoup plus radicales,
émergent. En effet, sur X, depuis mi-janvier, des threads parlent ouvertement de psyop. Pour eux, Projet Onshore ne serait qu'un écran de fumée destiné à détourner l'attention d'un vrai danger solaire. Flare massif capable de désorganiser durablement nos technologies. Anomalies gravitationnelles exotiques liées à des objets cosmiques lointains ou événements que le public ne serait pas prêt à entendre. Dans ces récits, des élites prépareraient des bunkers depuis plusieurs années et des projets comme Messom serviraient de Les fameux bunkers des élites. Mais du coup, je croyais que c'était pour 2012. Vous aviez la même rhétorique. Les bunkers des élites, ça aussi, ça les obsède. Donc pour 2012, il y avait les bunkers des élites. Pour, ceux qui faisaient la collapsologie aussi. C'est bien la preuve, parce que les élites, ils ont des bunkers. Donc tout va s'effondrer, etc., etc. C'est, à chaque fois, c'est les mêmes trucs qui reviennent en boucle. Nounouille, tu sais quoi, il y a une actu que j'ai pas traitée, mais je l'ai vu passer. Il y a un gros bunker dans le nord, je sais plus où c'est exactement, où on stocke des graines et où on stocke tout le vivant. Des fois qu'on aurait une perte de plantes, de nos plantes, de nos cellules, etc. On a une réserve, on a une bibliothèque de tout ce qui existe sur Terre, de façon à pouvoir le recloner ou le replanter pour pouvoir le refaire. Ils ont recommencé à stocker des graines et de la matière là-dedans. C'est sûr, il va y avoir quelque chose. Je sais pas, une troisième guerre mondiale par exemple, c'est ce qu'il y a de plus probable qu'une éruption solaire. Non, je sais pas, mais la logique, en Norvège peut-être, ouais. Mais la logique, qu'elle aille se faire enculer, quoi. façade La logique, hein, pas Mazikine, je me permettrai pas. officielle, un cadre scientifique respectable, pour masquer des tests plus sensibles, continuité des infrastructures, projection contre un choc solaire majeur ou scénario de crise globale. Bien sûr, du côté des agences spatiales, la réponse est sans appel. Il s'agit d'un fake total. Mais dans des flares de classe X, ce mois-ci, Ils ont dit que c'était un fake, donc on a raison. des satellites qui ajustent leur orbite et des perturbations bien réelles, ce genre de théorie trouve un terrain bien fertile parce que c'est assez judicieux. Complot réel ou peur amplifiée par une époque sous tension permanente? La question est légitime. Pour un esprit déjà méfiant vis-à-vis des institutions, le cocktail est parfait. La vérité, des éclipses, des projets spatiaux qui corroborent les éclipses, un soleil instable, des infrastructures fragiles et une rumeur qui parle de gravité qui lâche. Et comme de par hasard, il y a des éclipses solaires, et Macron met des lunettes de soleil. Je vous laisse cogiter là-dessus. Il est réellement très intéressant de constater que plus la NASA dément en plus, plus certains se demandent pourquoi elle le dément aussi fort. Ironie du sort, depuis le démenti de mi-janvier, la rumeur a encore gagné en visibilité. Des posts censés expliquer que c'est fake ont été partagés avec des commentaires du type « Mais pourquoi la NASA en parle autant alors ? Pourquoi ils se sont Parce que vous arrêtez pas de dire des conneries, qu'il faut qu'elle démente vos conneries. C'est incroyable, hein, c'est... Si vous en parleriez pas, la NASA aurait pas besoin de démentir vos trucs. Vous êtes incroyable. tellement justifiés, ça ne leur ressemble pas. Classique. L'effet Streisand, version 2026. Oh, du coup, elle a dit que c'était en 2026, la perte de gravité. Et vous rappelez de la date? Est-ce que vous vous rappelez de la date? Parce que du coup, ça c'est génial avec les dates. Parce que ça finit par arriver, les dates. Et il se passe rien. Par contre, ces gens-là, ils disparaissent pas quand il se passe rien. Et les gens, ils disent pas « Ah bah elle avait tort ». Non, ils ont oublié en fait. Petit aparté, parce que tout le monde n'est pas familier avec le terme Streisand. En fait, l'effet Streisand, c'est quand une tentative de faire taire une... Attendez, bougez pas. Je vais faire ma petite recherche. C'était pour avoir la date. Le 12 août à 14h34. On se souviendra. Et on enverra un mail à Mazikine pour lui demander où elle est la perte de gravité. C'est très grave.
L'information produit exactement l'effet inverse. Plus on essaie de la cacher, de la nier ou de la corriger officiellement, plus elle attire l'attention, plus elle circule, plus elle intrigue. Moi, je vous donne. Merci pour le follow, Celio TTVS. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, non, j'ai déjà la réponse de ce qu'ils vont vous dire quand vous direz, mais 2026, comment ça se fait, c'est rien passé? T'as pas le bon calendrier. Non, fallait se baser sur le calendrier Maya. Ou alors ils vont te dire, non mais en fait on est basé sur un calendrier qui est faussé. La naissance de Jésus c'était pas il y a 2000 ans. C'est décalé en fait. À chaque fois c'est comme ça. Vous avez la pub, on vous attend. Et donc bienvenue à Celio TTVS qui nous dit un petit cadeau pour la Saint-Valentin, ça fait plaisir. Et bienvenue sur le chat du coup. Attends, Alphadir qui nous dit, selon un certain monsieur Dania Hoff, dont le CV numérique est aussi crédible qu'un épisode de X-Files, il se prétend tour à tour employé de Google, psychiatre, agent de pompe funèbre ou criminologue. La Terre s'apprête à vivre une anomalie gravitationnelle durant 7 secondes. C'est forcément, c'est sûr, c'est absolument sûr. Et si ça arrive, on sera bien attrapé. Comment je vais récolter mes légumes en apesanteur? Moi, je vous le demande. Et si je commence à arroser, puis que mon arrosage part au ciel, on fait comment? Ah, voilà aussi, on n'a pas le sens des priorités. Autrement dit, parfois, le démenti fait plus de dégâts que la rumeur elle-même. Ce que cette histoire raconte au fond, ce n'est pas une peur cosmique. C'est une peur très humaine, celle de vivre dans un monde dépendant de forces invisibles, qu'il s'agisse de la gravité, du soleil ou des systèmes technologiques qui nous maintiennent debout. La gravité ici pourrait n'être qu'un symbole, celui d'un monde que l'on croit stable, jusqu'au moment. Mais je sais ce qu'il faut que je fasse le 12 août 2026 alors à 16h. Du coup, tu disais à 16h33 pour être précis chez nous. Faut qu'on s'envoie en l'air. Ah, ça va être une expérience formidable. Et faites tout ça, les gars. Moment où quelqu'un suggère qu'il pourrait ne plus l'être, même pour quelques secondes, et qui apporte de l'eau à ce moulin. Gardez bien cette idée en tête, les amis. Si les seuils physiques craquent dans le froid, si les seuils cognitifs craquent sous les rumeurs ou craquent tout bonnement parce que les rumeurs sont vraies, il reste encore un dernier type de seuil à explorer, les seuils géographiques. Là où la carte du monde elle-même commence à poser problème. Là où certains lieux semblent concentrer anomalies, interdits et symboles. Et c'est précisément là que nous allons maintenant. Et c'est... En fait, ça fait pas mystérieux, ça fait téléphone rose quand elle fait sa petite voix comme ça, là. Ça fait... Notre actu numéro 3. Terre de feu, quand la géographie semble raconter tout autre chose que nos narratifs officiels. Si les phénomènes physiques peuvent craquer sous le froid et les seuils cognitifs craquer sous les rumeurs, il reste encore un troisième type de seuil, celui qui apparaît là où la carte elle-même commence à poser question. Très récemment, sur certaines communautés en ligne et forums de cartographie alternative, une série d'images satellitaires issues de Google Earth a attiré l'attention. En effet, Et ça, là, inverse-le. Parce que là, tu l'as pas mis dans le bon sens. On a un crâne de Predator, là. Alors... à l'extrême sud de l'Amérique du Sud, dans cette région accidentée, hostile et presque inhabitée qu'est la Terre de Feu, certains observateurs affirment distinguer des formations naturelles évoquant des têtes de serpents géantes. Et là, déjà, il y a un détail qui tue le truc, quoi. Déjà, le site a été baptisé King of the Djinn, le roi des djinns. Ce n'est Comme de par hasard. Coïncidence? Je ne crois pas. pas un surnom neutre, ce n'est pas
la falaise du coin. Les djinns, dans l'ésotérisme du Moyen-Orient, ce sont des intelligences de seuil, des entités de bordure, frontières, portails, zones interdites, lieux abandonnés. Donc, quand quelqu'un colle ce nom à un endroit pareil, à l'extrême sud du monde, Le lieu s'appelle King of the Jeans. C'est quelqu'un qui a mis ce repère ici, c'est pas le lieu qui s'appelle comme ça. Oh putain. Alors si c'est quelqu'un qui l'a mis, c'est que ça veut bien dire quelque chose. habités avec des silhouettes de surcroît humanoïdes et des têtes de serpents. Ce n'est pas de la poésie, c'est une étiquette rituelle, une balise. Mais c'est pas tout. C'est comme si le relief lui-même avait été sculpté selon une intention bien précise. Les images montrent des falaises fractales, des lignes de crête et des ombres profondes qui, sur certains angles, dessinent des silhouettes étonnamment évocatrices. 2 formes serpentines massives sembleraient émerger du... Tu sais, quand je prends mon bain sur ma faïence c'est noir. Et du coup, il y a la buée, elle forme des formes comme ça sur ma faïence. Eh ben, je vois plein de visages dessus. C'est bizarre, hein, ma maison doit être possédée. paysage, parfois accompagnés d'une 3e structure plus ambiguë, presque alignée. Les captures circulent, les coordonnées sont partagées et chacun est invité à vérifier par lui-même s'il ne le croit pas. Soyons clairs, dès le départ, aucune étude géologique officielle ne valide l'existence de structures artificielles dans cette zone, bien évidemment. Les explications rationnelles sont connues. Une géologie extrêmement chaotique, des millions d'années d'érosion, des glaciers, des vents violents, des mouvements tectoniques constants. Oh, bordel de merde. Est-ce que vous avez compris ce que c'est ? Là, ce qu'on voit, c'est des photos satellites. C'est un artefact, en fait, fait par la photosatellite. La Terre de Feu est l'un des territoires les plus sculptés par les forces naturelles de la planète, sur la planète, selon les narratifs officiels. L'explication la plus prudente reste donc la pareidolie, ce mécanisme bien documenté par lequel notre cerveau projette des formes familières, visages, animaux, symboles, sur des structures aléatoires, comme ces fameux visages en Antarctique ou ces serpents bathymétriques au fond de l'océan Arctique qui refont surface régulièrement sur Reddit. Dans des paysages aussi chaotiques que la Terre de Feu, où glaciers, roches et ombres s'entremêlent, notre cerveau adore relier les points. Ça, on peut l'entendre. Et là, perso, moi, je ne lâche pas l'affaire, parce que la pareidolie, d'accord, mais le nom, il était là, et le nom, il est bel et bien choisi. Pourquoi un imaginaire du Proche-Orient ? Non, madame, c'est un point qui a été posé par quelqu'un, c'est pas un nom qui a été choisi, putain. Roi des djinns pour un affleurement rocheux en Terre de Feu. Quel est le rapport ? Ce n'est pas un hasard culturel, c'est un emprunt symbolique. Ça veut dire que celui qui a nommé ça a reconnu une grammaire. Humanoïde, plus serpent, plus zone liminale, égale seuil. Et quand quelqu'un reconnaît une grammaire, il envoie un message. Une grand-mère ? Une grand-mère, t'as dit ? Pas forcément au grand public, en tout cas aux gens qui savent lire les balises. Et pourtant, la question ne s'arrête pas là, car ces formes évoquées... Ah oui, yes. Je le vois le serpent, attendez, je vais vous montrer. Qui savent lire les... Vous voyez ici ? On voit un peu une tête de serpent, de dragon, de ce que tu veux. Tu vois, là, t'as un œil, t'as le museau qui est là, t'as la narine, t'as la mâchoire, là. Ou une grammaire, peut-être, ouais, je sais pas ce qu'elle a voulu dire. les balises. Et pourtant... Tiens, mais maintenant, je vois un lapin. Regarde, là, t'as un œil là, t'as les oreilles qui sont ici, tac, t'as ses petites joues qui sont là, t'as son petit museau qui est là, t'as sa petite truffe qui est là, puis ses 2 petites dents qui sont là. Chauve-souris, ça marche aussi.
La question ne s'arrête pas là, car ces formes évoquées ne sont pas n'importe lesquelles. Le serpent est un symbole liminal universel, répété d'un continent à l'autre, associé aux frontières, aux seuils, au passage entre mondes. En Amérique du Sud, cette symbolique est particulièrement forte. Pensez à l'amaruandin, ce serpent double, à la fois terrestre et céleste. C'est ça le lien pour faire serpent géant? C'est-à-dire des formes dans un rocher égale, ça prouve bien qu'il y a un serpent géant. Gardien des seuils entre la terre et le ciel, symbole de régénération et de bascule entre les cycles. Pensez aussi au Keikei Mampouché, serpent aquatique des profondeurs, lié au cataclysme, au déluge, à la frontière instable entre le monde habitable et le chaos. Et plus largement encore, pensez encore... Mais ça, mais ça, c'est Perceval. Il l'a attrapé, ce truc, une anguille comme ça. C'était pas un serpent. à l'Ouroboros, présent dans de nombreuses traditions à travers le monde, serpent qui se mord la queue, image de la fin d'un monde et du commencement d'un autre. Et voilà que ces motifs apparaissent par le jeu des images satellitaires. Précisément Ben non. T'as pas vu de serpent dans tes images de satellite? là où le continent s'effiloche dans l'océan, juste avant l'Antarctique. J'ai presque envie de dire que tous les ingrédients y sont, parce que maintenant, on ajoute la couche géographique. La terre de feu, ce n'est pas un décor. C'est Mais tout à fait, Alphadir. Tout à fait. En forêt de Fontainebleau, il y a un rocher qui ressemble à un éléphant. Est-ce que ça veut dire qu'il y en avait dans région parisienne? Exactement. Et c'est même les extraterrestres qui l'ont sculpté comme ça. Bien sûr. C'est pas un éléphant d'ailleurs, c'est un mammouth. Tu regarderas bien. la transition, la marche d'accès, la porte vers l'Antarctique. Et l'article pousse une idée. Si l'Antarctique est une infrastructure, alors la Terre de feu pourrait être la signalisation. Des marqueurs visibles depuis l'orbite, pas forcément faits pour les randonneurs, faits pour ceux qui regardent d'en haut. Une balise de passage, un repère de transit. Putain, mais ça y est, maintenant c'est pour les extraterrestres. Bah oui, c'est fait pour ceux qui regardent d'en haut. Ah, c'est une balise pour les extraterrestres, les amis. Et le serpent, partout dans les mythes, c'est exactement ça. Le gardien du seuil. Quant à l'Antarctique... Eh oui, le serpent, c'est le gardien. Vous savez, on l'a étudié ça dans les Starseeds, c'est celui qui soigne le reptilien, ou alors c'est le guerrier. Ah, tout est lié, ça y est, on rejoint les Starseeds, tout est lié. Les connexions se font, les amis, les connexions se font. C'est ce continent à part, territoire des extrêmes, des inter... Mais qu'est-ce qui t'est arrivé là? C'est exactement ça, le gardien du seuil. Quant à l'Antarctique, c'est ce continent à part. Ah, ok, très bien. Territoire des extrêmes, des interdits et des mythes modernes, où se projettent depuis des décennies fantasmes scientifiques, récits ésotériques et théories alternatives. À partir de là, évidemment, les lectures de chercheurs de vérité entrent en scène. On avait les complotistes, on a eu les questionnistes, désormais on a les chercheurs de véritude. Ils cherchent. Est-ce qu'ils ont trouvé? Je suis pas sûr. Mais en tout cas, tu peux pas contester parce que c'est la vérité. X et Reddit, certains y voient plus qu'un hasard géologique. Des posts parlent de preuves d'anciennes civilisations, voire d'anciens aliens qui auraient sculpté ou utilisé ces formes comme des marqueurs de seuil. Des serpents gardiens signalant des portes, des vortex vers d'autres mondes. Les parallèles sont faits avec les mythes andins et mapuches, mais aussi avec des structures bathymétriques sous-marines évoquant des serpents géants, repérés près de zones polaires ou encore en Antarctique. Certaines théories vont plus loin encore, évoquant des vestiges intentionnels cachés par l'érosion et les glaciers aux abords d'un Antarctique mythifié, Hyperborée, Shambhala, continent perdu.
Allez, maintenant Shambhala qui est là. Vous savez ce que c'est Shambhala? C'est l'endroit où on peut pénétrer dans la terre creuse. Il y a plusieurs points comme ça dans la planète où ce sont des accès à la terre creuse. Tout est lié. Putain, comment qu'elle fait pour tout relier? Les extraterrestres, la terre creuse, les intraterrestres, les formes, le serpent, le machin. Putain. Bien sûr, du côté des géologues, la réponse est sans appel. Pure érosion, rien d'autre. Arrêtez, ne fantasmez pas, circuler, il n'y a rien à voir. Mais reconnaissons-le, avec Google Earth qui révèle ses formes précisément aux frontières du monde connu, dans des régions peu explorées physiquement, c'est le genre de conspiration qui donne envie de zoomer encore, de comparer, de croiser les cartes et les mythes. Et d'ailleurs, si vous voulez vérifier, je vous note ici, là, tout de suite, ça apparaîtra lors de l'édition, les coordonnées. Bon, ne bougez pas. Toc, j'enlève ça. J'enlève ça. Est-ce que vous voyez ici, là? Vous voyez où je mets mon curseur? On a un smiley qui se fout de sa gueule. Un espèce de bulle bizarre qui se fout de sa gueule. Voilà. Regarde, on a les deux yeux là qui rigolent et on a le large sourire qui est là avec les deux petites narines. Voilà, tu t'es fait prank en fait. Bougez pas, je reviens. Là, tac, et je remets ma caméra qui est là. Voilà. Coordonnées Google Earth de l'endroit et allez zoomer. Et dites-moi si honnêtement vous voyez. Ouais, c'est pas possible, moi je vois des têtes de mort maintenant. Non, faut arrêter les conneries là. Bien sûr, mais là je vois plein de trucs en fait. Oh, j'ai un autre lapin. Oh, il est encore mieux qu'avant celui-là. Regardez ici. Est-ce que vous le voyez? Là, la joue qui est là. Toc, la petite truffe qui est là. L'autre joue qui est là. Son œil. Sa bouche ouverte comme un Bugs Bunny et ses grandes oreilles qui sont là. Il y a des lapins partout en fait. C'est pas des serpents, qu'est-ce que tu racontes? Juste des cailloux. Je suis curieuse d'avoir vos avis. C'est les genres des conspirations qui n'en sont pas vraiment. Alors artefact ou illusion, structure intentionnelle ou projection de l'esprit humain? La question n'est peut-être pas de trancher. La vraie question est pourquoi ces motifs émergent-ils toujours dans des zones de rupture? Là où les continents se terminent, là où les cartes deviennent floues, là où l'humain projette depuis toujours ses peurs, ses mythes et ses seuils symboliques. Et là, c'est un scarabée là ici, regarde ça. Mais enfin... tu peux voir tout ce que tu veux en fait. Là où les élites ont le plus de secrets. C'est sur cette ligne de fracture entre géologie brute, symbolisme ancien et Moi les gars, on s'est vraiment fait prank. Qu'est-ce que c'est ça? Tu vois cette tache noire qui est là? Toc. Est-ce que ce serait pas un vagin avec les ovaires là? Hein? Regardez comment que c'est fait. Alors? Mais regarde! T'as les petits ovaires qui sont ici. Toc! ligne de fracture entre géologie brute, symbolisme ancien et imagination contemporaine que se termine, les amis, notre trio d'aujourd'hui. Et si vous avez l'impression que certaines cartes physiques ou mentales, Est-ce que je pense que c'est la tata un peu bizarre quoi? Je pense, ouais. Ah non, mais ouais, avec elle, tu dois pas t'en... Enfin, tu dois faire, tu sais, au repas de famille, tu vas faire... T'as pensé à consulter caché, c'est toujours... Non, tu les prends pas. Ok. La vallée du vagin. Ouais, c'est ça, le test de Rorschach. Tu vois ce que tu veux, en fait. C'est assez rigolo. C'est marrant. commence à se fissurer, ce n'est peut-être pas parce que le monde change, mais parce que nous commençons à regarder précisément là où pendant longtemps personne ne regardait vraiment. Parce qu'il y a rien à voir. Tu t'inventes des films, ma pauvre amie.